Sans famille, chapitre 20, Jardinier. On devait enterrer mon maître le lendemain, et le père m'avait promis de me conduire à l'enterrement. Mais le lendemain, à mon grand désespoir, je ne pus me lever, car je fus pris dans la nuit d'une grande fièvre qui débuta par un frisson, suivi d'une bouffée de chaleur. Il me semblait que j'avais le feu dans la poitrine et que j'étais malade comme joli cœur après sa nuit passée sur l'arbre dans la neige. En réalité, j'avais une violente inflammation, c'est-à-dire une fluxion de poitrine causée par le refroidissement que j'avais éprouvé dans la nuit où mon pauvre maître avait péri. Ce fut cette fluxion de poitrine qui me mit à même d'apprécier la bonté de la famille Aquin et surtout les qualités de dévouement d'Étiennette. Bien que chez les pauvres gens, on soit ordinairement peu disposé à appeler les médecins, je fus pris d'une façon si violente et si effrayante qu'on fit pour moi une exception à cette règle qui est de nature autant que d'habitude. Le médecin appelé n'eut pas besoin d'un long examen et d'un récit détaillé pour voir quelle était ma maladie. Tout de suite, il déclara qu'on devait me porter à l'hospice. C'était en effet le plus simple et le plus facile. Cependant, cet avis ne fut pas adopté par le père. « Puisqu'il est venu tomber à notre porte, dit-il, et non à celle de l'hospice, c'est que nous devons le garder. » Et à toutes ces occupations, Étiennette avait ajouté celle de garde-malade, me soignant doucement, méthodiquement, comme l'eût fait une sœur de Saint-Vincent de Paul, sans jamais une impatience ou un oubli. Quand elle était obligée de m'abandonner pour les travaux de la maison, Lise la remplaçait, et bien des fois, dans ma fièvre, j'ai vu celle-ci au pied de mon lit, fixant sur moi ses grands yeux inquiets. L'esprit troublé par le délire, je croyais qu'elle était mon ange gardien, et je lui parlais comme j'aurais parlé à un ange, en lui disant mes espérances et mes désirs. C'est depuis ce moment que je me suis habituée à la considérer, malgré moi, comme un être idéal, entouré d'une sorte d'auréole, que j'étais tout surpris de voir vivre de notre vie quand je m'attendais au contraire à la voir s'envoler avec des grandes ailes blanches. À la longue, les forces me revinrent, et je pus m'employer aux travaux du jardin. J'attendais ce moment avec impatience, car j'avais hâte de faire pour les autres ce que les autres faisaient pour moi, de travailler pour eux et de leur rendre, dans la mesure de mes forces, ce qu'ils m'avaient donné. Je n'avais jamais travaillé, car si pénibles que soient les longues marches, elles ne sont pas un travail continu qui demande la volonté et l'application, mais il me semblait que je travaillerais bien, au moins courageusement, à l'exemple de ceux que je voyais autour de moi. J'avais vu les paysans travailler dans mon village, mais je n'avais aucune idée de l'application, du courage et de l'intensité avec lesquels travaillent les jardiniers des environs de Paris, qui, debout bien avant que le soleil paraisse, au lit bien tard après qu'il est couché, se dépensent tout entier et peinent tant qu'ils ont de force durant cette longue journée. J'avais vu aussi cultiver la terre, mais je n'avais aucune idée de ce qu'on peut lui faire produire par le travail, en ne lui laissant pas de repos. Je fus à bonne école chez le père Aquin. Les forces me vinrent, et j'eus aussi la satisfaction de pouvoir mettre quelque chose dans la terre, et la satisfaction beaucoup plus grande encore de le voir pousser. C'était mon ouvrage, à moi, ma chose, ma création, et cela me donnait comme un sentiment de fierté. J'étais donc propre à quelque chose, je le prouvais, et ce qui m'était plus doux encore, je le sentais. Cela, je vous assure, paie de bien des peines. Malgré les fatigues que cette vie nouvelle m'imposa, je m'habituai bien vite à cette existence laborieuse qui ressemblait si peu à mon existence vagabonde de bohémien. Au lieu de courir en liberté comme autrefois, n'ayant d'autre peine que d'aller droit devant moi sur les grandes routes, il fallait maintenant rester enfermé entre les quatre murs d'un jardin et du matin au soir travailler rudement, la chemise mouillée sur le dos, les arrosoirs au bout des bras,
et les pieds nus dans les sentiers boueux. Mais, autour de moi, chacun travaillait tout aussi rudement. Les arrosoirs du père étaient plus lourds que les miens, et sa chemise était plus mouillée de sueur que les nôtres. C'est un grand soulagement dans la peine que l'égalité. Et puis je rencontrais là ce que je croyais avoir perdu à jamais, la vie de famille. Je n'étais plus seule, je n'étais plus l'enfant abandonné. J'avais mon lit à moi, j'avais ma place à moi à la table qui nous réunissait tous. Si durant la journée quelquefois Alexis ou Benjamin m'envoyaient une taloche, la main retombée je n'y pensais plus, pas plus qu'ils ne pensaient à celle que je leur rendais. Et le soir, tous autour de la soupe, nous nous retrouvions amis et frères. Pour être vrai, il faut dire que tout ne nous était pas travail et fatigue. Nous avions aussi nos heures de repos et de plaisir, courtes bien entendu, mais précisément par cela même plus délicieuses. Le dimanche, dans l'après-midi, on se réunissait sous un petit berceau de vigne qui touchait la maison. J'allais prendre ma harpe au clou, où elle restait accrochée pendant toute la semaine, et je faisais danser les deux frères et les deux sœurs. Quand ils étaient là de danser, ils me faisaient chanter mon répertoire, et ma chanson napolitaine produisait toujours son irrésistible effet sur Lise. Fenesta vascia e patrona crudele, quanta sospire m'hai fatto iettare. Marde sto core come una cannella, bella quando te sento annomenare. Jamais je n'ai chanté la dernière strophe sans voir ses yeux mouillés. Alors, pour la distraire, je jouais une pièce bouffonne avec Capi. Pour lui aussi, ces dimanches étaient des jours de fête. Il lui rappelait le passé, et quand il avait fini son rôle, il l'eût volontiers recommencé. Ces dimanches étaient aussi pour moi le jour de Vitalis. Je jouais de la harpe et je chantais comme s'il eût été là. Bon Vitalis. À mesure que je grandissais, mon respect pour sa mémoire grandissait aussi. Je comprenais mieux ce qu'il avait été pour moi. 2 années s'écoulèrent ainsi, et comme le père m'emmenait souvent avec lui au marché, au quai aux fleurs, à la Madeleine, au château d'eau, ou bien chez les fleuristes à qui nous portions nos plantes, j'en arrivais petit à petit à connaître Paris. Je vis les monuments, je me promenais le long des quais, sur les boulevards, dans le jardin du Luxembourg, dans celui des Tuileries, aux Champs-Élysées. Je vis des statues. Je restais en admiration devant le mouvement des foules. Je me fis une sorte d'idée de ce qu'était l'existence d'une grande capitale. Heureusement, mon éducation ne se fit point seulement par les yeux, et selon les hasards de mes promenades ou de mes courses à travers Paris. Avant de s'établir jardinier à son compte, le père avait travaillé aux pépinières du Jardin des Plantes, et là il s'était trouvé en contact avec des gens de science et d'études dont le frottement lui avait donné la curiosité de lire et d'apprendre. Pendant plusieurs années, il avait employé ses économies à acheter des livres et ses quelques heures de loisirs à lire ces livres. Lorsqu'il s'était marié, que les enfants étaient arrivés, les heures de loisirs avaient été rares. Il avait fallu avant tout gagner le pain de chaque jour. Les livres avaient été abandonnés, mais ils n'avaient été ni perdus ni vendus, et on les avait gardés dans une armoire. Le premier hiver que je passais dans la famille Aquin fut très long, et les travaux de jardinage se trouvèrent sinon suspendus, au moins ralentis pendant plusieurs mois. Alors, pour occuper les soirées que nous passions au coin du feu, les vieux livres furent tirés de l'armoire et distribués entre nous. C'étaient pour la plupart des ouvrages sur la botanique et l'histoire des plantes, avec quelques récits de voyage. Alexis et Benjamin n'avaient point hérité des goûts de leur père pour l'étude, et régulièrement, tous les soirs, après avoir ouvert leur volume, ils s'endormaient sur la 3e ou la 4e page. Pour moi, moins disposé au sommeil, ou plus curieux, je lisais jusqu'au moment où nous devions nous coucher. Les premières leçons de Vitalis n'avaient point été perdues, et en me disant cela, en me couchant, je pensais à lui avec attendrissement. Mon désir d'apprendre
rappela au père le temps où il prenait 2 sous sur son déjeuner pour acheter des livres, et à ceux qui étaient dans l'armoire. Il en ajouta quelques autres qu'il me rapporta de Paris. Les choix étaient faits par le hasard ou les promesses du titre, mais enfin, c'était toujours des livres. Et s'ils mirent alors un peu de désordre dans mon esprit, sans direction, ce désordre s'effaça plus tard, et ce qu'il y avait de bon en eux me resta et m'est resté, tant il est vrai que toute lecture profite. Lise ne savait pas lire, mais en me voyant plonger dans les livres, aussitôt que j'avais 1 heure de liberté, elle eut la curiosité de savoir ce qui m'intéressait si vivement. Tout d'abord, elle voulut me prendre ces livres qui m'empêchaient de jouer avec elle. Puis, voyant que malgré tout je revenais à eux, elle me demanda de les lui lire. Ce fut un nouveau lien entre nous. Repliée sur elle-même, l'intelligence toujours aux aguets, n'étant point occupée par les frivolités ou les niaiseries de la conversation, elle devait trouver dans la lecture ce qu'elle y trouva en effet, une distraction et une nourriture. Combien d'heures nous avons passées ainsi, elle assise devant moi, ne me quittant pas des yeux, moi lisant. Souvent je m'arrêtais en rencontrant des mots ou des passages que je ne comprenais pas, et je la regardais. Alors nous restions quelquefois longtemps à chercher, puis quand nous ne trouvions pas, elle me faisait signe de continuer avec un geste qui voulait dire « plus tard ». Je lui appris aussi à dessiner, c'est-à-dire à ce que j'appelais dessiner. Cela fut long, difficile, mais enfin j'en vins à peu près à bout. Sans doute j'étais un assez pauvre maître, mais nous nous entendions, et le bon accord du maître et de l'élève vaut souvent mieux que le talent. Quelle joie quand elle traça quelques traits où l'on pouvait reconnaître ce qu'elle avait voulu faire. Le père Aquin m'embrassa. « Allons, dit-il en riant, j'aurais pu faire une plus grande bêtise que de te prendre. Lise te paiera cela plus tard. » Plus tard, c'est-à-dire quand elle parlerait, car on n'avait point renoncé à lui rendre la parole. Seulement les médecins avaient dit que pour le moment il n'y avait rien à faire et qu'il fallait attendre une crise. Plus tard était aussi le geste triste qu'elle me faisait quand je lui chantais des chansons. Elle avait voulu que je lui apprisse à jouer de la harpe, et très vite ses doigts s'étaient habitués à imiter les miens. Mais naturellement, elle n'avait pas pu apprendre à chanter, et cela la dépitait. Bien des fois, j'ai vu des larmes dans ses yeux qui me disaient son chagrin. Mais dans sa bonne et douce nature, le chagrin ne persistait pas. Elle s'essuyait les yeux, et avec un sourire résigné, elle me faisait son geste, plus tard. Adoptée par le père Aquin et traitée en frère par les enfants, je serais probablement restée à jamais à la glacière, sans une catastrophe qui tout d'un coup vint une fois encore changer ma vie, car il était dit que je ne pourrais pas rester longtemps heureux, et que quand je me croirais le mieux assuré du repos, ce serait justement l'heure où je serais rejetée de nouveau par des événements indépendants de ma volonté dans ma vie aventureuse.